Le froid de janvier mordait à travers chaque couche de vêtements, transformant le souffle en nuages visibles et les doigts en bâtonnets engourdis. Chloé Dubois était assise sur le banc public devant l'hôpital Saint-Martin. Sa fille de 3 ans, Manon, se serrait contre elle, leurs 2 petits corps tentant de partager le peu de chaleur qu'ils possédaient. Le ciel parisien, d'un gris de plomb, semblait peser sur la ville, et le vent glacial s'infiltrait dans les rues, transportant avec lui une odeur de bitume mouillé et de solitude. Chloé portait une veste grise qui avait connu des jours meilleurs, ses coutures usées témoignant de nombreux hivers. Ses cheveux blonds, ternis par la fatigue, étaient tirés en une queue de cheval pratique, révélant un visage où l'inquiétude avait creusé de fines lignes autour de ses yeux bleus. Manon, emmitouflée dans un manteau rouge vif par-dessus une robe rose, ses cheveux coiffés en 2 couettes espiègles, agrippait la main de sa mère. Depuis une vingtaine de minutes, la même question revenait sur ses lèvres d'enfant, « Maman, quand est-ce qu'on rentre ? J'ai froid. » Sa petite voix était un mélange de plainte et d'épuisement. « Bientôt, ma chérie, » répondit Chloé, sa propre voix un murmure rauque, bien qu'elle n'eût aucune idée si c'était vrai. « Il faut juste attendre encore un peu. » Elles étaient à l'hôpital depuis les premières heures du matin. Manon avait une fièvre persistante depuis 3 jours, et ce matin-là, la douleur à l'oreille était devenue si insupportable qu'elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Chloé, qui faisait des doubles services comme serveuse pour joindre les 2 bouts depuis que son mari les avait quittés 18 mois plus tôt, n'avait pas de mutuelle santé. Elle travaillait 2 petits boulots de serveuse à temps partiel, juste assez pour ne pas avoir de contrat stable qui lui aurait donné droit à une meilleure couverture. Elle avait emmené Manon aux urgences, avait subi 4 heures interminables d'attente dans une salle bondée et bruyante, pour finalement voir un médecin pendant à peine 10 minutes. Le diagnostic était tombé, une otite aiguë. Le médecin lui avait remis une ordonnance d'antibiotiques qui coûterait 70 €, une somme qu'elle n'avait pas. On lui avait dit de revenir si la fièvre ne baissait pas dans les 48 heures. L'ordonnance, pliée en 4 dans la poche de sa veste, pesait 1 tonne. 70 € auraient aussi bien pu être 7 cents. C'était le montant exact qu'il lui manquait pour boucler le loyer du mois. Elle avait refait les calculs des dizaines de fois pendant le trajet en bus de la pharmacie à l'hôpital. Si elle n'achetait pas les médicaments, elle pourrait faire les courses pour la semaine et payer le loyer à temps. Si elle les achetait, elle mangerait des pâtes jusqu'à la fin du mois, mais le loyer serait en retard, encore une fois. Et son propriétaire l'avait déjà prévenu, très clairement, qu'un autre retard de loyer signifierait l'expulsion. Alors, elle était revenue. Revenue à l'hôpital dans l'espoir désespéré de supplier quelqu'un, n'importe qui, de l'aider. D'expliquer que sa fille avait besoin de ce traitement et qu'elle n'avait tout simplement pas l'argent. Mais le service social de l'hôpital était fermé jusqu'à lundi. Nous étions vendredi. L'assistante sociale qu'elle avait réussi à voir brièvement lui avait donné une liste de ressources, mais toutes nécessitaient des dossiers, des formulaires, des délais de traitement. L'infection de Manon, elle, n'attendrait pas. Ce qui laissait Chloé sur ce banc glacial, en plein janvier, à essayer de trouver une solution inexistante pendant que sa fille grelottait contre elle, posant des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. « Maman, mon oreille me fait très mal », gémit Manon, sa petite main pressée contre sa tête. « Je sais, mon bébé. Je sais. On va arranger ça, je te le promets. » Chloé serra Manon plus fort contre elle, ravalant les larmes qui lui brûlaient les yeux. Elle avait 29 ans et avait l'impression d'avoir échoué à la tâche la plus fondamentale d'un parent, garder son enfant en sécurité et en bonne santé. Le poids de cet échec était plus lourd que le froid, plus écrasant que la fatigue. Une ombre s'étendit soudain sur elle. Chloé leva les yeux et vit un homme debout devant elle. Il devait avoir la petite quarantaine, porter un costume sombre coûteux et une chemise blanche ouverte au col. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés. Tout en lui respirait le succès et l'autorité. La montre à son poignet valait probablement plus que ce que Chloé gagnait en 6 mois, et ses chaussures en cuir italien n'avaient manifestement jamais foulé le sol du bus. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix profonde et étonnamment douce. « Je ne veux pas être indiscret, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous êtes assise ici depuis un bon moment. Vous attendez quelqu'un ?» Chloé se raidit, immédiatement sur la défensive. La vie lui avait appris à se méfier. Les gens qui ressemblaient à cet homme riche, puissant, impeccable n'abordaient que rarement les gens comme elle avec de bonnes intentions. Il posait des questions pour se sentir mieux, pour se donner bonne conscience. Ou bien il la jugeait sur ses compétences parentales,
Ou appeler la sécurité pour faire dégager les personnes qui gâchaient l'esthétique de l'entrée de l'hôpital. Tout va bien, répondit-elle sèchement. Merci. L'homme posa son regard sur Manon, qui se frottait l'oreille en essayant courageusement de ne pas pleurer. Puis il regarda de nouveau Chloé, et il y avait quelque chose dans son expression. De l'inquiétude, peut-être. Ou la reconnaissance d'une douleur qu'il comprenait. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il en désignant le banc. Chloé voulait dire non. Elle voulait lui dire de s'en aller, de les laisser tranquilles dans leur misère, d'arrêter de les regarder avec cette expression attentive qui suggérait qu'il voyait exactement à quel point elles étaient désespérées. Mais elle était trop épuisée pour être impolie, et Manon s'appuyait lourdement contre elle, son petit corps dégageant la chaleur malsaine de la fièvre. « C'est un banc public », se contenta-t-elle de répondre. L'homme s'assit, en maintenant une distance respectueuse. De plus près, Chloé pouvait voir la sincérité dans ses yeux sombres, la façon dont il regardait Manon avec ce qui semblait être une véritable préoccupation. « Je m'appelle Stéphane Lefebvre, dit-il. Je travaille ici, à l'hôpital. » Bien sûr qu'il travaillait ici. Probablement un administrateur ou un grand ponte de la médecine, quelqu'un qui gagnait un salaire à 6 chiffres pendant que des gens comme Chloé étaient assis dehors, à se demander comment payer des soins de base. « Tant mieux pour vous, » dit Chloé, incapable de masquer l'amertume dans sa voix. Stéphane ne réagit pas à son ton. Au lieu de cela, il se tourna de nouveau vers Manon. « Comment t'appelles-tu, ma puce ?» Manon leva les yeux vers sa mère, cherchant la permission. Chloé hocha légèrement la tête. « Manon, » dit la petite fille timidement. « J'ai 3 ans. Et j'ai très mal à l'oreille. »« Je suis désolé d'entendre ça, » dit Stéphane avec un sérieux qui surprit Chloé, comme s'il s'adressait à une adulte méritant son plein respect. « Les otites sont très douloureuses. »« Tu as vu un docteur ?» ?»« Oui, » répondit Manon. « Mais maman est triste parce que le médicament coûte trop cher. » Chloé sentit son visage s'empourprer de honte. La franchise innocente d'une enfant de 3 ans, exposant leur situation à cet étranger riche, prêt à être jugé. « Manon, tais-toi, » murmura Chloé. Mais Stéphane regardait maintenant Chloé, et la compréhension se lisait sur son visage. « Vous ne pouvez pas payer l'ordonnance. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Chloé sentit les larmes menacer de nouveau et les repoussa avec fureur. Elle ne pleurerait pas devant cet homme. Elle ne s'effondrerait pas sur un banc devant un hôpital sous les yeux de sa fille. « On va se débrouiller, » dit-elle, la voix tendue. « Comment » demanda Stéphane doucement. « Je ne vous juge pas. Je demande sincèrement. Si vous ne pouvez pas acheter les médicaments, comment allez-vous vous débrouiller ?» Quelque chose se brisa en Chloé. Le mur qu'elle avait soigneusement construit pour se protéger de la pitié, du jugement, du poids de tous ses échecs en tant que mère, s'effondra. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle. « Je suis assise ici depuis une demi-heure à essayer de trouver comment payer des médicaments dont ma fille a besoin. Je n'ai pas une bonne mutuelle parce que je travaille 2 petits boulots de serveuse à temps partiel, juste assez pour ne pas avoir de contrat stable qui m'offrirait des avantages. Je gagne trop pour avoir droit aux aides sociales urgentes, mais pas assez pour vivre décemment. Et je suis à court d'options et d'idées. Alors oui, je suis assise sur un banc devant un hôpital, à essayer de trouver comment empêcher ma fille de tomber plus malade tout en gardant un toit au-dessus de nos têtes. » Les mots jaillirent d'un seul coup, un torrent libérant des mois de pression, de peur et d'épuisement. Chloé le regretta aussitôt, s'attendant à ce que Stéphane trouve une excuse pour partir, décidant que cette situation était bien trop compliquée et désordonnée pour un vendredi après-midi. Au lieu de ça, il fit quelque chose de complètement inattendu. Il sortit son téléphone, passa un appel et dit « Sandrine, c'est Stéphane Lefebvre. J'ai besoin que vous appeliez la pharmacie de l'hôpital et que vous leur disiez de préparer une ordonnance pour une certaine Manon Dubois. » « Oui, immédiatement. » « Mettez-la sur mon compte personnel. »« Non, pas la fondation de l'hôpital. Mon compte personnel. »« Merci. » Il raccrocha et regarda Chloé, qui le fixait, abasourdi. « Quel est le médicament ?» Chloé, les mains tremblantes, sortit l'ordonnance de sa poche. Stéphane y jeta un œil, passa un autre appel rapide, et en moins de 5 minutes, il avait arrangé pour que les médicaments soient préparés et leur soient apportés sur le banc, le tout payé. « Je ne comprends pas, » dit Chloé, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues.
Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez pas. Stéphane resta silencieux un instant, observant Manon, qui s'était légèrement redressée, sentant que quelque chose de bon se passait, même si elle ne comprenait pas tout. Je peux vous raconter une histoire? Demanda-t-il. Chloé hocha la tête, incapable de parler. Il y a 25 ans, ma mère était assise sur un banc très similaire à celui-ci, devant un autre hôpital, avec moi et ma petite sœur. J'avais 7 ans, elle en avait 5. Mon père nous avait quittés 6 mois plus tôt. Ma sœur avait une pneumonie et ma mère ne pouvait pas payer les médicaments. Elle pleurait, essayant de trouver une solution. La voix de Stéphane devint lointaine, empreinte de souvenirs. Un médecin qui terminait son service s'est arrêté et lui a demandé si tout allait bien. Ce médecin s'est assis, a écouté son histoire et a payé les médicaments. Ensuite, il a aidé ma mère à remplir des dossiers pour des programmes qui nous ont finalement permis d'avoir une couverture santé. Il a pris de nos nouvelles pendant des mois, s'assurant que nous allions bien. Il a changé toute notre trajectoire. Qu'est-il devenu? Demanda doucement Chloé. Il est devenu mon mentor. C'est grâce à lui que j'ai fait des études de médecine, que je me suis spécialisé en médecine d'urgence, et que je suis finalement devenu le directeur général de cet hôpital. Il m'a montré que la médecine ne consiste pas seulement à traiter des maladies. Il s'agit de voir les gens. De comprendre que la santé n'existe pas dans le vide. Que quelqu'un peut tout faire correctement et se retrouver quand même désespéré et effrayé sur un banc devant un hôpital. Vous êtes le directeur général, souffla Chloé, comprenant soudain le costume coûteux, l'appel téléphonique qui avait tout débloqué instantanément. Je le suis, confirma Stéphane. Depuis 5 ans. Et pendant ces 5 années, j'ai essayé de mettre en œuvre le genre de compassion que ce médecin a montré à ma mère. Mais de toute évidence, nous n'en faisons pas assez. Si des mères sont encore assises dehors à essayer de trouver comment payer des ordonnances pour leurs enfants. Un préparateur en pharmacie apparut, portant un sac en papier blanc. Monsieur Lefebvre, l'ordonnance pour Manon Dubois. Stéphane prit le sac et le tendit à Chloé. Le traitement antibiotique complet. Il y a aussi des instructions pour gérer la douleur et la fièvre. Suivez-les attentivement. Si l'état de Manon ne s'améliore pas dans 48 heures, ou s'il s'aggrave, je veux que vous la rameniez immédiatement aux urgences. Demandez à me voir personnellement. Je m'assurerai qu'elle soit prise en charge. Chloé serra le sac, son regard allant des médicaments au visage de Stéphane. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Je ne sais pas quand je pourrai. Je ne demande pas à être remboursé, l'interrompit doucement Stéphane. Mais je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Chloé se tendit, attendant le piège, la condition qui rendrait cette gentillesse compliquée. Je veux que vous remplissiez une demande pour notre programme d'aide financière de l'hôpital. Sandrine, mon assistante, que vous rencontrerez, vous aidera avec les formalités. Cela peut vous obtenir une couverture santé pour Manon et potentiellement pour vous aussi. Ce n'est pas de la charité. C'est un programme que nous avons mis en place spécifiquement pour les familles de travailleurs qui passent à travers les mailles du filet. Pourquoi? Demanda Chloé. Pourquoi faites-vous tout ça? Stéphane la regarda droit dans les yeux, et elle vit dans son regard l'écho de ce garçon de 7 ans sur un banc avec sa mère, effrayé et incertain. Parce que quelqu'un l'a fait pour nous. Parce que Manon mérite d'aller mieux. Et vous méritez de ne pas avoir à choisir entre les médicaments et le loyer. Et parce que j'ai bâti cet hôpital pour servir tout le monde, pas seulement les gens qui peuvent facilement se le permettre. Si vous êtes assise dehors en janvier à essayer de trouver comment aider votre fille malade, alors j'ai échoué dans ma mission. Manon tira sur la manche de Stéphane. Merci d'avoir aidé ma maman. Elle était très triste. L'expression de Stéphane s'adoucit. De rien, Manon. Ta maman est très courageuse, et elle t'aime très fort. Je sais, dit Manon sérieusement. Elle me le dit tous les jours. Chloé sentit les larmes couler de nouveau, incapable de les retenir plus longtemps. Merci, parvint-elle à dire. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. J'en ai une petite idée, dit Stéphane calmement. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Chloé. Mon numéro direct est dessus. Si vous avez le moindre problème avec la procédure de demande, ou si Manon a besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez à n'importe quelle heure. Je suis sérieux. Au cours des semaines suivantes,
Chloé travailla avec Sandrine pour remplir la demande d'aide financière. Le processus fut étonnamment simple et, en 10 jours, Manon bénéficiait d'une couverture santé complète via le programme de l'hôpital. Chloé obtint également une couverture à tarif réduit. Sandrine l'a mis aussi en contact avec des ressources pour des programmes de formation professionnelle et de meilleures opportunités d'emploi. Mais plus que l'aide pratique, ce qui marqua Chloé fut le souvenir de Stéphane Lefebvre assis sur ce banc. Choisissant de passer du temps avec une mère désespérée et son enfant malade, alors qu'il aurait pu passer son chemin, déléguer, ou décider que ce n'était pas son problème. L'otite de Manon guérit en 3 jours après le début des antibiotiques. Chloé garda le flacon vide sur le comptoir de sa salle de bain, non pas comme un rappel de leur moment le plus bas, mais de la gentillesse qui les y avait rencontrés. 2 mois après cet après-midi de janvier, Chloé fut convoquée dans le bureau de Stéphane. Elle était nerveuse, se demandant s'il y avait un problème avec le programme d'aide, si elle avait fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, Stéphane lui offrit un poste au sein du service de défense des droits des patients de l'hôpital. « Nous avons besoin de gens qui comprennent ce que vivent nos patients », expliqua-t-il. Des gens qui ont été à leur place, qui savent ce que c'est que de naviguer dans le système depuis une position de désespoir et de peur. Vous aideriez des familles comme la vôtre, les mettriez en contact avec des ressources, les guideriez dans le processus d'aide financière, vous assureriez qu'elles ne passent pas à travers les mailles du filet. Chloé le dévisagea. Je suis une serveuse sans diplôme universitaire. Je ne suis pas qualifiée pour un poste à l'hôpital. Vous êtes une mère qui a survécu à des circonstances impossibles tout en prenant soin d'un enfant. Vous comprenez les systèmes, la résilience et la résolution créative de problèmes. Nous vous formerons sur les détails techniques. Les vraies qualifications, la compassion, la détermination, l'expérience vécue où vous les avez déjà. Pourquoi feriez-vous ça? Demanda Chloé. Vous avez déjà tant fait. Parce que ce médecin qui a aidé ma mère n'a pas seulement payé des médicaments. Il l'a aidé à trouver un meilleur travail. L'a aidé à construire une vie stable. Il a compris qu'une aide ponctuelle, bien qu'importante, n'est pas suffisante. Le vrai changement nécessite un soutien durable. Stéphane sourit. De plus, vous avez impressionné Sandrine par la rigueur et le soin avec lesquels vous avez rempli cette demande. Elle a dit que vous avez posé des questions qui montraient que vous pensiez à d'autres familles qui pourraient avoir besoin d'aide, pas seulement à votre propre situation. C'est exactement l'état d'esprit dont nous avons besoin. Chloé accepta le poste. Il était accompagné d'une couverture santé, d'horaires stables qui lui permettaient d'être présente pour Manon, et d'un salaire qui signifiait qu'elle n'aurait plus jamais à choisir entre les médicaments et le loyer, entre les courses et les factures. Mais plus que cela, il lui donna un but. Elle passait ses journées à aider des familles à naviguer dans le système qui lui avait semblé si impénétrable. Elle s'asseyait avec des mères inquiètes dans les salles d'attente des urgences. Elle tenait la main de pères essayant de ne pas s'effondrer pendant que leurs enfants étaient malades. Elle remplissait des papiers, passait des appels, se battait avec les administrations et faisait tout ce qu'il fallait pour s'assurer que personne n'ait à s'asseoir sur un banc devant l'hôpital, tenant une ordonnance inabordable, avec le sentiment d'avoir échoué envers son enfant. 1 an après cet après-midi de janvier, Chloé organisa une collecte de fonds pour le programme d'aide financière de l'hôpital. Stéphane était présent, bien sûr, et il avait amené avec lui un homme âgé que Chloé n'avait jamais rencontré. « Chloé, voici le docteur Jean Lambert », dit Stéphane. « Le médecin dont je vous ai parlé. Celui qui a aidé ma mère. » Le docteur Lambert, maintenant à la retraite et septuagénaire, serra chaleureusement la main de Chloé. « Stéphane me dit que vous faites un travail remarquable, en aidant les familles comme il a un jour aidé la mienne. Je suis très fier de ce que vous avez tous les deux construit. C'est vous qui avez commencé, dit Chloé. Le jour où vous vous êtes arrêté pour aider la mère de Stéphane, vous avez créé des ondes qui se propagent encore. Manon et moi en sommes la preuve. » Les yeux du docteur Lambert s'embuèrent. Je ne pouvais tout simplement pas passer à côté de quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est ce que nous sommes censés faire. Nous voir les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Je n'avais aucune idée que cela mènerait à tout cela. C'est le propre de la gentillesse, dit Stéphane en les regardant tour à tour. On ne sait jamais en quoi elle peut se transformer. Le docteur Lambert s'est assis avec ma mère pendant 30 minutes par un après-midi froid et a changé la trajectoire de nos vies entières. Je me suis assis avec Chloé pendant 30 minutes par un après-midi froid et maintenant, elle aide des centaines de familles chaque année.
Chaque acte de compassion se multiplie. La collecte de fonds fut un succès, récoltant suffisamment d'argent pour étendre considérablement le programme d'aide financière. Chloé fit un discours, racontant son histoire. La peur, le désespoir, la honte d'être assise devant un hôpital, incapable de payer les médicaments pour sa fille malade. Et puis la gentillesse d'un étranger qui a choisi de s'asseoir au lieu de passer son chemin, qui a choisi de la voir au lieu de détourner le regard. Je ne sais pas où Manon et moi serions si Stéphane Lefebvre ne s'était pas arrêté ce jour-là, dit Chloé à la foule. J'étais à court d'options, d'espoir, d'énergie. J'avais l'impression d'avoir échoué dans le travail le plus fondamental d'une mère. Mais quelqu'un m'a vu à ce moment-là et a décidé que je valais la peine d'être aidé. Non pas parce que je le méritais ou l'avais gagné, mais simplement parce que j'étais un être humain dans le besoin et qu'il avait le pouvoir d'aider. Après l'événement, Chloé trouva Stéphane près d'une fenêtre donnant sur l'entrée de l'hôpital. Elle pouvait voir le banc où il s'était assis cet après-midi de janvier, maintenant occupé par quelqu'un d'autre, une autre personne attendant, espérant, cherchant une solution. Vous vous demandez parfois combien de personnes nous manquons ? Demanda Chloé en le rejoignant. Combien de personnes assises sur des bancs que nous ne voyons pas ? Tous les jours, admit Stéphane. C'est pourquoi je suis si reconnaissant que vous soyez là. Vous les voyez, Chloé. Parce que vous avez été à leur place. Vous savez quoi chercher, quelles questions poser, comment atteindre les gens qui essaient très fort de ne pas être vus parce qu'ils ont honte d'avoir besoin d'aide. J'avais tellement honte ce jour-là, dit Chloé doucement. Je me sentais tellement nul. Vous n'étiez pas nul. Vous étiez une mère face à un système impossible, faisant de votre mieux dans des circonstances dont vous n'étiez pas responsable. Stéphane se tourna vers elle. Je veux que vous compreniez quelque chose, Chloé. Ce qui s'est passé ce jour-là, que je m'arrête, que je vous aide, ce n'était ni de la charité, ni de la pitié. C'était de la reconnaissance. J'ai vu ma mère en vous. Je me suis vu en Manon. J'ai compris, d'une manière que la plupart des gens dans ma position ne pourraient pas, exactement ce que vous traversiez. Cette compréhension a créé une obligation. Pas une obligation légale, mais une obligation morale. Comment aurais-je pu passer mon chemin alors que j'avais le pouvoir d'aider ? Tout le monde ne se serait pas arrêté, souligna Chloé. Non, en effet. C'est pourquoi nous devons changer le système, pour que l'aide ne dépende pas de rencontres fortuites avec des étrangers compatissants. Tout le monde mérite l'accès aux soins de santé. Tout le monde mérite de ne pas avoir à choisir entre les médicaments et le loyer. C'est ce que nous construisons ici. Un système qui ne repose pas sur la chance ou la charité, mais qui fournit la dignité et les soins comme une base. 3 ans après cet après-midi de janvier, Chloé fut promue directrice du service de défense des droits des patients et de la liaison communautaire. Elle avait élargi le programme pour inclure des services de santé mentale, de soutien aux personnes dépendantes et de ressources pour les familles sans abri. Manon, maintenant âgée de 6 ans et s'épanouissant, venait parfois travailler avec sa mère pendant les vacances scolaires, coloriant au bureau de Chloé pendant que celle-ci aidait des familles à traverser des crises. Manon ne se souvenait pas d'avoir été malade ce jour de janvier, ne se souvenait ni de la peur, ni du froid, ni d'être assise sur un banc pendant que sa mère essayait de ne pas pleurer. Mais elle avait grandi en entendant l'histoire, en comprenant que leur vie avait changé parce que quelqu'un avait choisi la gentillesse plutôt que la commodité. Quand je serai grande, disait-elle souvent, je veux aider les gens, comme toi et Monsieur Lefebvre.